Mangeons du lait. J'en ai mangé quand j'étais petit et c'est comme ça que j'ai grandi. Les produits laitiers sont mes amis pour la vie. Avec un chiffre d'affaires cumulé de 42,7 milliards d'euros en 2018, les 4 fleurons de l'industrie laitière française génèrent à eux seuls près d'un quart du chiffre d'affaires mondial de l'économie laitière. En 2019, la France a produit 24 milliards de litres de lait de vache, provenant de pas moins de 58 000 exploitations différentes. Et 1500 laitages sont vendus sur les étals de nos supermarchés. La France se classe alors comme deuxième producteur de lait en Europe et quatrième producteur mondial. Et pour cause, les bienfaits des laitages sont reconnus. Grâce à leur richesse en calcium, ils renforcent nos os et bénéficient d'un apport en nutriments indéniable. Toutefois, si le lait a tout du produit miracle, il n'est aussi largement consommé que depuis le début du XXe siècle. En 1886, le chimiste allemand Franz Oxlett pasteurise pour la première fois le lait cru. Quelques décennies plus tard, les premières usines de pasteurisation laitière voient le jour. Parallèlement, le gouvernement met en place le comité de propagande des produits laitiers. Chaque jour, par les soins de la SNCF, 600 000 litres de lait sont ainsi acheminés vers Paris. Après la guerre, les techniques de production et de conservation progressent et augmentent considérablement les stocks. Et en 1954, Pierre Mendès France fait distribuer aux écoliers un bol de lait avec un carré de sucre pour lutter contre l'alcoolisme juvénile. 10%, 10%, 10%. Ah, 10%. Plus tard, l'interprofessionnelle laitière voit le jour. Sa mission, accompagner les producteurs, coordonner les recherches sanitaires et génétiques et dépenser la moitié de son budget en publicité. L'industrie laitière génère près de 4 milliards d'euros d'excédent commercial, emploie 300 000 salariés et 4 entreprises françaises se situent dans le top 20 mondial de l'économie laitière. Insister sur l'importance économique de la filière laitière, c'est une des stratégies du CNIEL. Une autre est de façonner les preuves des bienfaits de ces produits en créant des comités de scientifiques comme le CHA ou encore des centres de recherche comme le CERIN. Prenons le CERIN. En 2017, cette organisation a été épinglée par le Haut Conseil de santé publique. Dans son dernier rapport, le CERIN, ou Centre de recherche et d'information nutritionnelle, est déclaré lié à une filière agroalimentaire sans que sa dénomination ne le laisse entendre. Autrement dit, le lien avec l'industrie laitière est flou, et le lecteur peut y trouver des articles se basant sur des études provenant directement de l'industrie laitière elle-même. Dans une étude pour l'université de Cambridge, Mélissa Mialon analyse les activités de lobbyisme de l'industrie laitière en France. Son travail dévoile que certaines recherches financées par l'industrie laitière présentaient des preuves des bénéfices des produits laitiers dont les résultats n'avaient pas été évalués par d'autres scientifiques. Une méthode de lobbyisme comparable aux méthodes de l'industrie du tabac. Et la machine à communiquer ne s'arrête pas là. Le lobby laitier fait constamment pression sur les organes publics et met en avant ses intérêts directs devant les institutions de santé et les élus. L'acharnement publicitaire du lobby laitier n'a rien d'unique, et les industries qui exercent des pressions politiques dans l'ombre sont nombreuses. Mais derrière le slogan entêtant que nous connaissons tous, les agissements opaques de cette industrie ont créé un clivage autour des produits laitiers. Aujourd'hui, des mouvements pro et anti-lait se sont formés. Les consommateurs se détournent peu à peu de ces produits, dont les acteurs industriels ont été condamnés pour publicité mensongère à plusieurs reprises. Alors le mouvement anti-lait, à ma connaissance, il existe quand même depuis déjà au moins 2 voire 3 décennies, voire peut-être un petit peu plus. C'est un mouvement qui est un mouvement de classe, c'est-à-dire qu'on le retrouve vraiment beaucoup donc, dans des milieux plutôt aisés. En tout cas aujourd'hui je le trouve très très puissant, avec de très belles orateurs qui arrivent à pousser ce discours et à le rendre très très audible. Le calcium animal est absorbé au maximum par votre intestin, par votre tube digestif, à 40%. Ça veut dire qu'il y a 60% qui normalement fout le camp dans les déchets. 60% dans les déchets. Par contre, on ne vous dit pas que le calcium végétal, c'est 75% de l'absorption. Attention, si vous mastiquez bien. Alors le lait n'est pas le seul aliment où on va aller chercher du calcium. C'est vrai qu'on était beaucoup sur ça, beaucoup sur cette idée-là pendant des années, sauf que là ça fait quand même plusieurs décennies qu'on est loin de cette idée-là. On peut aussi trouver du calcium par exemple dans les légumineuses ou par exemple ce qu'on appelle les fruits à coque, les amandes, les noix, les noisettes. Voilà, on va pouvoir trouver du calcium dans ces aliments-là. Aujourd'hui, produits laitiers, dans la tête des consommateurs, ça peut être mousse au chocolat, ça peut être liégeois, ça peut être... Et c'est souvent, très souvent, des produits qui sont extrêmement sucrés. Quel que soit le choix, finalement, on devrait se tourner plutôt vers des produits bruts,
le plus brut et simple possible et éviter des aliments ultra transformés. Finalement, moi en tant que professionnel de la santé, je dois faire la part des choses et apprendre à faire les meilleurs choix possibles.